Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. L'objet de la vidéo va être très simple. Ici, on va donc poser les bases afin de bien aborder tout le reste du chapitre concernant les statistiques. Et donc, nous allons parler des indicateurs qui sont utilisés en statistique. Alors, on va parler juste de ceux qui seront utilisés en terminale. Parce que bien évidemment, en termes d'indicateurs, vous en connaissez plein d'autres qu'on a utilisés quand on était au collège, en classe de seconde également, pour ceux qui ont bien suivi le chapitre en seconde. Parce que je sais sur un chapitre des stats en général qui est bien swipé par les profs de maths, ce que je peux comprendre, puisque après les repris en première ou en terminale spécialité. Il a repris éventuellement un système vue, mais c'est tout, ça arrête là. Pour ceux qui vont en général, donc il n'est pas repris ce chapitre. Donc voilà. Donc on va essayer de reprendre toutes les bases qui seront juste nécessaires dans le cadre de l'option maths complémentaire. Alors, première chose pour poser le cadre avant d'introduire tous ces indicateurs donc en statistique. Première chose, c'est qu'en classe de terminale maths complémentaire, nous allons donc faire des statistiques à deux variables, ok? Là où jusqu'à maintenant, vous faisiez des statistiques à une seule variable. C'est-à-dire que vous entrez vous travaillez sur une variable. Éventuellement, on affectait ce qu'on appelle des coefficients ou bien des effectifs pour chacune des valeurs prises par la variable. Et après, donc, on travaillait un certain nombre de caractères quantitatifs autour de cette variable, ok? Là, maintenant, ici, en maths complémentaire, on va travailler avec deux variables. Mais concrètement, comment on va faire des stats avec deux variables? Parce que pour l'instant, en stats, ce que vous connaissez, vous savez faire une moyenne, vous savez faire une étendue, vous savez faire donc premier quartile, troisième quartile, vous savez faire aussi la médiane normalement, pour ceux qui ont bien suivi tout jusqu'au bout. Et globalement, normalement, c'est tout ce que vous savez faire. Ok? Ah oui, j'avais oublié, vous savez faire variance et quartile également. Ok? Donc ça, normalement, c'est tous les caractères quantitatifs que vous avez vus en stats, mais qui marchaient pour une seule variable. Est-ce que bien évidemment, ces caractères quantitatifs vont fonctionner pour une série statistique à deux variables? Eh bien oui. On va réutiliser la plupart des caractères quantitatifs que vous avez vus normalement jusqu'en classe de seconde, qui fonctionnent à une variable. On va juste les adapter pour une série à deux variables. Ok? Alors, deux variables, ça veut dire qu'il y aura une variable x et une variable y. Ok? Voilà. Donc, première chose qu'il va falloir savoir faire avec des valeurs, ok? Il va falloir qu'on sache faire la moyenne. Ok? Pour chacune des variables sur lesquelles on va travailler, il va falloir qu'on établisse comme ça la moyenne des valeurs prises par les variables. Ok? Donc, première chose, il faut savoir faire la moyenne. Donc, la moyenne, quelle que soit la variable que l'on va prendre, on va la noter, par exemple, pour les valeurs prises par x. Donc, on note comme ceci, on va la noter x bar. Ok? Alors, peut-être vous l'avez déjà vu en seconde. Moi, je n'ai pas trop employé sur cette chaîne, je m'en souviens pas. Même pas du tout, il me semble. En seconde, j'introduis pas comme ça parce que c'est pas forcément une notation qui me convient. En tout cas, j'aime pas noter ça comme ça. Mais bon, vu qu'en terminale, la plupart des livres, c'est introduit de cette manière-là, je vous l'introduis ainsi. Okay. Par ailleurs, pour ceux qui iront en BTS, par exemple BTS, économie, des trucs comme ça, je sais que c'est des chapitres qui reviennent assez souvent. Donc, il faut être bon en stats parce que vous avez des maths en fait. Pas beaucoup, hein. Vous avez, je crois, 3 heures de maths à peu près par semaine. Et donc, les maths que vous faites en BTS, vous faites souvent des stats, ok? Donc, il faut être bon là-dedans. Et donc, il me semble que le BTS en question, c'est des BTS plutôt tournés autour de l'économie. Donc, c'est CCG, un truc comme ça, ok? Je ne me rappelle plus trop le nom, mais en tout cas, c'est un BTS qui est tourné autour de l'économie. Et derrière, après, vous pouvez faire plein de métiers, ou en tout cas, la majorité des métiers autour de l'économie. Alors, du coup, la moyenne, ça, on sait la faire. On va tout simplement dire que la moyenne des valeurs prises par une variable, par exemple la variable x, ça va être égal à une somme. Ça va être la somme de la chose suivante. Ça va être la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Donc en clair, ça va être la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des xi divisé par le nombre de valeurs. Ok? Donc ça, on va le noter comme ça. Donc ça va être cette somme-là, mais vous divisez après, donc par n. Ok? Alors du coup, j'ai mal noté. Donc je vais noter comme ça. Donc moyenne des x, c'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des xi divisé par n. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus clair comme ça. Ça, on va l'oublier. C'était moche. Donc ça, c'est pour une moyenne. Et donc ça traduit le fait que la moyenne des x, souvent vous l'introduisez comme ça. On disait c'était x1 plus x2, etc. jusqu'à xn divisé par n. Ok, donc c'est la somme de toutes les valeurs prises par la série divisé par un nombre de valeurs. Ok, alors bon là, j'ai pas été très rigoureux de 1 jusqu'à... Donc là, oui, c'est pas... J'ai un 10, on a bien n valeurs. Parce que pour avoir un nombre de valeurs, ce qu'on fait, on prend le terme d'arrivée, moins le terme de départ et j'ajoute 1. Donc là, j'ai bien n valeurs, donc c'est bon. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut être rigoureux dans la notation, c'est pour ça que je vais vérifier si c'était le cas. Donc ça, c'est pour la moyenne. Deuxième chose qu'on va être amené à faire avec des séries statistiques doubles, ok? Alors quand je dis série statistique double, ça veut dire avec deux variables, une variable x, une variable y.
Ok, donc une série statistique double, peut-être vous voyez pas encore comment ça se présentait. En gros, ça se présente sous la forme d'un tableau, comme ceci, où vous avez les valeurs de y, de x, de coordonnées xi, et les valeurs de y, comme ceci, noté yi. Et donc là, vous avez x1, x2, etc. jusqu'à xn. Après, pour les valeurs prises par la variable y, qui va correspondre à une autre grandeur, vous avez y1, y2, etc. jusqu'à yn. Et donc là, ce que je viens de faire là, c'est une série statistique double. Ok, voilà, donc ça, très souvent, ça sera présenté dans un premier temps sous forme d'un tableau. Et après, il faudra arriver à présenter cette série sous la forme d'un graphique. Et donc ça, pareil, ce sera tout l'objet du chapitre, justement. On apprendra à représenter des séries statistiques doubles sous la forme de graphique. Éventuellement, en utilisant justement ce qu'on appelle des ajustements. Ok, on verra comment ça fonctionne. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera petit à petit. Alors, du coup, on a vu la moyenne. Maintenant, dans le second temps, il faut qu'on arrive à calculer ce qu'on appelle la variance. Donc la variance, ça va être, du coup, je ne vais pas la noter deux fois, mais ça va être la variance pour x, et du coup, ce sera même formule par la variance de y, ok? Sauf que, du coup, je remplace avec les valeurs de y, et non plus les valeurs de x. Donc, la variance, ça va être un peu comme en probabilité, c'est-à-dire qu'en probabilité, bah, qu'est-ce qu'on se faisait? On disait que la variance, c'était l'écart des valeurs par l'écart, au carré, des valeurs par rapport à la moyenne, ok? C'est le carré des écarts à la moyenne. Bon, bah, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que la variance, souvent, on va noter v de grand x. Ou bien aussi var de grand x, comme ceci. Alors du coup là, on va noter ça comme ça, var de grand x, comme ceci. Et donc ça va être une formule aussi à mémoriser. Du coup ça va être une somme à nouveau. Somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n, de la chose suivante. Du coup ça va être la valeur, x1, moins la moyenne. Éventuellement pondéré par des coefs, souvent il n'y en aura pas. Donc on va laisser tel quel. Et ça vous l'élevez au carré. Et ça vous divisez après par le nombre de valeurs. Donc ça s'appelle la variance. Donc ça, c'est une première formule pour calculer la variance. Et tout comme pour, le chapitre précédent que nous avons fait en probabilité, on a ce qu'on appelle la formule de Koenig qui va fonctionner aussi sur la variance. Ok, donc formule de Koenig pour la variance, comment ça va fonctionner? Donc formule de Koenig, ou l'espèce de formule de Koenig, elle va vous dire que variance de grand x, b de grand x égale, donc ça va être la somme, lorsque i démarre à 1 jusqu'à n, d xi au carré, divisé par n, moins la moyenne de x au carré, comme ceci. Donc en clair, vous allez prendre la moyenne de x, vous allez l'élever au carré, et donc ça, ceci qui est en moins, vous allez lui ajouter la somme de toutes les valeurs de la série divisé par n. Et donc ça vous permet d'obtenir la variance. Donc soit vous apprenez celle-ci, soit vous apprenez celle-ci. En second, je me souviens que je vous ai appris celle-ci, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la formule de Koenig. Là, je vous conseille plutôt en terminale d'apprendre la deuxième formule de Koenig, ça va plus vite. Et si vous n'avez jamais appris la formule de la variance, la deuxième est très efficace. Ok, pareil, pour passer de là à là, ça se démontre. Nous, en maths complémentaire, on va juste admettre que ces deux formules sont égales. Mais si vous êtes chaud, vous pouvez tout à fait tenter la démo. Et vous verrez qu'on peut facilement passer d'ici à ici. Ok, vous voyez le délire? Bon. Ceci étant dit, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Donc, en termes de variance. Après, une fois qu'on sait faire la variance, troisième indicateur qui va être utilisé, ça va être l'écart type. Okay, l'écart type va mesurer la dispersion en moyenne des valeurs que vous avez autour de la moyenne. Donc en moyenne, combien mes valeurs vont s'éloigner de la moyenne. Donc c'est ça l'idée de l'écart type. Donc l'écart type, ça c'est tout bête. On note sigma de x en général. Et donc c'est égal à racine carrée de la variance. Donc une fois que vous avez la variance, c'est cadeau Noël. Il suffit juste de prendre la racine carrée de la variance. Et c'est bon, ça vous donne tout simplement donc l'écart type. Bon, ça donc c'est tout simplement les quatre formules très classiques, enfin les 3 ou 4 formules, hein, tout dépend comment vous voyez la chose, qu'on utilisait jusque là. Donc moyenne, variance et écart type. Ça c'est des formules très classiques qu'on a plus ou moins l'habitude de rencontrer quand on fait des stats. Maintenant je vais vous montrer quelques formules qui sont un petit peu moins habituelles. On va commencer par l'une, ça s'appelle la covariance. Donc la covariance, ça se note comme ça. Donc la covariance déjà, première chose, il faut absolument que la série soit double. Ok, il faut que vous ayez une série statistique double pour faire de la covariance. Sinon la covariance n'a pas d'intérêt pour une série statistique simple. Ok, donc il faut qu'il y ait minimum deux variables. Ok, donc une variable x, une variable y. Et donc la covariance, on va noter ça comme ça, c'est cov de x, y. L'idée de la covariance, c'est de mesurer, de voir à quel point les valeurs de x vont s'éloigner de la moyenne par rapport à la façon dont les valeurs de y vont s'éloigner de la moyenne. Ok,
ça va mesurer bah, tout simplement la façon dont les valeurs de x et de y évoluent en clair. Donc covariance de x et covariance de xy, ça va être la chose suivante. Ça va être donc la valeur de x, ça va être la somme plutôt. Somme du coup c'est mal écrit. Somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des xi moins la moyenne, facteur yi moins la moyenne des y. Et ça vous divisez par n. Ok, donc en clair vous faites la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de chacune des valeurs de x moins la moyenne des x fois la valeur de y fois moins la moyenne donc des y. Et ça donc vous faites cette somme là, vous faites ça de 1 jusqu'à n et après vous divisez par n et ça va tout simplement vous donner la covariance. Ou sinon, autre formule aussi qui est équivalente, c'est tout simplement de dire que dans ce cas-là, ça va être la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de la chose suivante. C'est-à-dire donc ça va être la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des xi, yi divisé par n moins donc le produit des deux moyennes. Donc moins le produit des moyennes de x et de y. Ok. Donc ça, c'est la définition de la covariance. Donc là, en réalité, bah, si vous arrivez bien à mémoriser la formule de la variance, celle de la covariance, honnêtement, elle vient tout seul. Elle vient tout seul parce qu'en effet, on a l'impression de reconnaître les mêmes formules plus ou moins, à quelques exceptions près. Alors, comme je l'ai dit, la covariance, elle permet de mesurer de quelle façon sont les valeurs de x et de y s'éloignent de la moyenne, ok? Et surtout, donc, de quelle manière les valeurs de x et les valeurs de y évoluent. Si vous avez une covariance qui est positive, ça veut donc dire que les valeurs de x et de y déjà évoluent dans le même sens. Et si vous avez une covariance qui est négative, et bien dans ce cas, ça veut tout simplement dire que les valeurs de x et de y évoluent en des sens opposés. Ok? Mais bon, en général, comme la covariance, c'est une grandeur qui est positive, ça veut donc dire que tout simplement les valeurs de x et de y évoluent plus ou moins dans le même sens. Je me dis plus ou moins. Ok? Et surtout que les valeurs de x, les plus petites valeurs de x et les plus petites valeurs de y vont se positionner plus ou moins de la même manière autour de la moyenne que les plus grandes valeurs de y que les plus grandes valeurs de x. Ok? Donc, il y a un certain ordre quand on parle de covariance. Dernière chose, ça peut servir, ça s'appelle le coefficient. Donc le coefficient de corrélation. Donc ça c'est la dernière grandeur. Donc il vous dit que, donc on note en général de la façon suivante, donc on note petit r du coup, r égale, donc c'est covariance de x et de y, divisé par la chose suivante, sigma de x fois sigma de y. Ok, et donc ça, c'est le coefficient de corrélation. Du coup, c'est une grandeur qui va être plus ou moins positive. Elle peut être positive comme elle peut être négative, tout dépendra du signe de la covariance. Parce qu'après, pour les écarts types sont positifs. Donc le produit sera positif. Donc ça juste dépend du signe de la covariance. Donc, pour que vous imaginez un peu la chose, on va se faire un axe. Donc le coefficient de corrélation va tout simplement dire, et si, comment que sont les grandeurs x et y, comment qu'elles sont corrélées. Si elles sont plus ou moins corrélées, moyennement corrélées ou très corrélées. Ok, donc un coefficient de corrélation qui vaut 0, ça veut donc dire que les grandeurs sont pas corrélées du tout. Un coefficient de corrélation autour de 0,5, les grandeurs sont moyennement corrélées. Et un coefficient de corrélation à 1, c'est-à-dire que les grandeurs sont très bien corrélées. Du coup, dans l'autre sens, parce que ça peut être négatif, un coefficient de corrélation à moins 0,5 signifie que les grandeurs sont moyennement corrélées. Donc moyennement corrélées à l'inverse. Et après, donc, dans ce cas-là, quand vous avez un coefficient de corrélation qui vaut moins 1, là, vous avez une forte corrélation. Ok, donc là, ici, on a une corrélation modérée. Ici, donc, c'est une corrélation faible. Et donc là, sur ces zones-là que je vais mettre en une autre couleur, bon, j'ai du rouge sur moi, donc je vais mettre en rouge. Là, on a une corrélation forte. Ok. Alors, en général, ce qu'on prend, parfois vous verrez dans les livres, pour utiliser correctement ce coefficient de corrélation, souvent, ce qu'on va prendre, on va prendre la valeur absolue, ok, du coefficient de corrélation. On va dire que valeur absolue du coefficient de corrélation, s'il est compris entre 0,5 et 1, la corrélation est forte. Et si valeur absolue du coefficient de corrélation est comprise autour de 0 à 0,5, la corrélation est faible, voire modérée. Et si coefficient de corrélation est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a clairement pas de corrélation entre les deux grandeurs. Pas de corrélation entre les deux grandeurs, ça veut donc dire que les deux grandeurs n'évoluent pas dans le même. En tout cas, l'évolution de l'une ne va pas influer sur l'évolution de l'autre. Pour
voir tous les détails, je vous renvoie à la précédente vidéo. Autrement dit, alors ça c'est un petit point que j'avais pas forcément bien souligné dans la vidéo précédente. En fait, dire que deux grandeurs sont corrélées, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ça signifie tout bêtement que l'évolution de l'une va influer sur l'évolution de l'autre. Et surtout, ça signifie qu'il existe une fonction qui permet de passer des valeurs d'une grandeur aux valeurs d'une autre grandeur. Donc c'est pour ça que bon, on pourra faire plusieurs ajustements, exponentiels, affines, avec des racines carrées, bon, bref, un certain nombre d'ajustements pour voir comment que les valeurs des grandeurs vont évoluer en fonction des valeurs de l'autre, ok? Et s'il y a une relation qui permet de lier ces deux grandeurs-là, donc qu'elles soient affines, exponentielles, logarithmiques, dans ce cas-là, on dit que les deux grandeurs sont corrélées, ok? Voilà, donc ça, c'est un petit truc aussi, je voulais ajouter. Et ce sera tout pour cette vidéo, j'en ai déjà dit beaucoup trop. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.